Pardon. Yahya, qu'est-ce qu'il demande? Yahya, qu'est-ce que tu demandes? S'il vous plaît, n'essayez pas de demander le contrôle. Voilà, donc, ben, je peux afficher ma cam, c'est pas grave. D'accord, regardez. Euh, Maintenant, parmi les rôles d'un système d'exploitation, c'est la gestion des processus. D'accord? Et pour comprendre c'est quoi un processus, ben, il faut le différencier avec un programme. Alors, un programme, c'est tout simplement un ensemble d'instructions écrites en utilisant un langage de programmation. C'est-à-dire, tout ce que vous écrivez hmm, sur bloc-notes et que vous voulez qu'il soit exécuté, ça s'appelle un programme. Donc, finalement, un programme, c'est une suite d'instructions qui suit bien les règles d'un langage de programmation. Donc là, on parle de programmes en langage C, en langage C++, en langage Java, en langage Python, et ainsi de suite. Et un processus, c'est quoi? C'est l'exécution de ce programme. D'accord? Alors, lorsqu'on commence l'exécution d'un programme, le programme est envoyé vers la mémoire RAM et le processeur, à chaque fois, prend une instruction. Il prend instruction par instruction afin d'exécuter les instructions d'un programme. Alors, en fait, le processus, c'est quoi? C'est un programme en cours d'exécution qui a sa place dans la mémoire centrale et sa place dans le microprocesseur. Alors, on va parler aussi de l'ordonnancement des processus. Ça, vous allez voir ça en détail dans le cours Système d'exploitation 2 en S2, en S4 plutôt, en S4. Alors, supposons que vous avez plusieurs processus A, B, C et D, où chaque processus possède plusieurs opérations. Alors, dans un système d'exploitation, on doit avoir impérativement ce qu'on appelle un ordonnanceur. Alors, cet ordonnanceur est appelé aussi un scheduler, qui fait quoi? Qui fait l'ordonnancement des processus A, B, C et D. Alors, supposons qu'on a cliqué d'une façon successive sur le processus A, puis B, puis C et puis D. On a exécuté 4 programmes. Qui est le programme qui va s'exécuter en premier? Ou autrement dit, qui est le programme qui va prendre le processeur? Donc, pour qu'un programme soit exécuté, il doit résider entre la mémoire et le processeur. Mais maintenant, qui est le programme qui va le prendre? Bien sûr, le rôle de l'ordonnanceur, c'est de faire un jeu de rôle entre les 4 processus qu'on vous voyez. Par exemple, il prend la première instruction, bien la première opération de processus A. Voilà, elle la met ici. Puis la première opération du processus B, puis celle de le processus C, et enfin la première opération du processus D. Et après, il revient. Hop, hop, encore comme ça. Et voilà, il termine tous les processus. Bien sûr, ça c'est une méthode très classique. OK? Il y a d'autres méthodes et d'autres algorithmes pour bien choisir. Est-ce qu'on va prendre ici 2 et 1 pour B, ou bien 3 pour A et 2 pour B et 1 pour C, et ainsi de suite. Donc, je répète, vous allez voir ça en détail dans la deuxième partie du cours Système d'exploitation 2 avec, avec monsieur, je pense, votre professeur du système d'exploitation 2.
D'accord? Alors, donc, dans les systèmes d'exploitation, l'ordonnanceur désigne le composant du noyau du système d'exploitation, choisissant l'ordre d'exécution des processus sur les processeurs d'un ordinateur. Alors, en anglais, l'ordonnanceur s'appelle un scheduler. Et regardez ici, vous avez déjà vu ça. Donc, c'est le gestionnaire des tâches. Alors, sur le gestionnaire de tâches, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'occupation de la mémoire. Alors, regardez, je vais voir ici moi-même, gestionnaire des tâches. Et on peut voir que la mémoire principale, chez moi, est consommée à 44%. Donc, 44% de ma mémoire principale est déjà occupée. D'accord? Alors, on peut cliquer sur performance et voir l'occupation de la mémoire. Voilà, donc c'est 44%. Mais s'il vous plaît, regardez. Supposons qu'on a le cas suivant. Le cas où l'occupation de la mémoire atteint 100%. D'accord? C'est-à-dire, ici, à la place de 45, on a 100%. D'accord? Et comment on peut augmenter la consommation de la mémoire? C'est lorsque vous voulez encore ajouter d'autres onglets, comme ça. Voilà, c'est 46%. Encore, si on ajoute encore un autre onglet, encore c'est toujours 46, donc on peut ajouter autant d'onglets. Et vous avez remarqué, c'est 47%. Alors, et même le processeur, regardez, il travaille à 83 jusqu'à 90%. Maintenant, il travaille à 60, à 50. Donc, si on supprime, bien, on ferme les fenêtres, on va réduire l'occupation de la mémoire. Parce que vous savez que Google Chrome est aussi un programme où il y a des données. Alors maintenant, on revient à l'état 46%. Et par la suite, on va revenir même à 44%. Voilà, 45 maintenant. Regardez s'il vous plaît encore le processeur. Le processeur maintenant marche à 36, 50, 45, 53. Quand je bouge la souris, aussi on consomme un peu de processeur. Parce que ça, c'est même un processus graphique. Voilà la liste des processus qu'on a. Voilà, ça c'est sont tous des processus. Et chaque processus occupe un pourcentage en processeur et un pourcentage en mémoire RAM. Et même parfois une partie de disque et une partie de réseau. Et voilà. Alors, je répète, si on arrive à 100% de mémoire, automatiquement, logiquement, le système sera planté. Parce que si vous voulez ouvrir encore une fenêtre, Google Chrome ou bien une fenêtre pour lire une vidéo, bien sûr, vous allez voir qu'on va occuper encore plus de mémoire. Mais la mémoire n'est pas suffisante, ce qui mène à un blocage du système. Non, heureusement, il n'y a pas de blocage à cause de la mémoire, grâce à la mémoire virtuelle. D'accord? Donc, c'est la mémoire virtuelle qui nous permet de ne pas arriver à l'état de blocage. Comment? Comment? C'est comme ça. Donc, regardez. Quand un processus ne trouve pas assez de mémoire RAM pour mettre ses données, le système d'exploitation choisit, selon un algorithme, quelques données et les mettre dans la mémoire virtuelle, dans le disque dur, afin de libérer la RAM. On a toujours un va-et-vient de données entre la RAM et la mémoire virtuelle.
C'est ce qu'on appelle le swapping. Cela est similaire à quoi? Regardez, pour mieux expliquer les choses. Voilà, je suppose qu'on a une mémoire RAM. Voilà, elle est comme ça, où il y a des cases. Voilà. Ça, ce sont des cases de la mémoire centrale. D'accord? Si toutes les cases sont occupées, si toutes les cases sont occupées, et nous voulons, par exemple, mettre une donnée ici, vous allez remarquer que lorsque vous voulez mettre une donnée, vous voyez que toutes les cases sont en rouge. Donc, il n'y a pas de place. D'accord? Automatiquement, donc on pense à un blocage. Mais heureusement, si cela est appelé une RAM, on a aussi une mémoire virtuelle. Alors, la mémoire virtuelle, voilà, se trouve dans le disque dur. OK? Donc, il y a une partie de mémoire virtuelle, d'accord? Une partie de mémoire virtuelle dans le disque dur. Maintenant, si vous voulez mettre cette donnée à l'intérieur de la RAM, bien sûr, cette donnée est urgente, donc il est urgent de mettre cette donnée-là, mais il y a des données qui résident déjà depuis longtemps dans la mémoire RAM. Donc la solution, c'est quoi? C'est l'intervention de système d'exploitation qui fait quoi? Qui prend une case victime. Une case victime. Pourquoi il choisit exactement une telle ou telle case? Parce qu'il y a des algorithmes aussi que vous allez voir dans la prochaine partie du cours système d'exploitation que vous allez voir avec un autre prof en S2, en S4. Donc, on prend une case victime selon des algorithmes spécifiques que vous allez voir par la suite et vous libérez l'espace pour cette donnée. Et voilà, vous pouvez mettre maintenant la donnée souhaitée. D'accord? Et après avoir terminé la tâche de ce programme, bien ces données, vous pouvez appeler cette case. Maintenant, cette case, pour qu'elle soit exécutée, il doit passer vers la mémoire RAM. Parce que le processeur ne communique pas directement avec la mémoire virtuelle, il communique seulement avec la mémoire RAM. Donc, il faut aller mettre cette case ici quelque part et remettre la case d'origine pour qu'on travaille avec. Voilà. Ce mécanisme de va-et-vient d'informations s'appelle le swapping. Mécanisme de swapping. OK? Alors, ensuite, regardez le cas suivant. Alors, ici, on parle de la gestion de la mémoire, hein? Mais auparavant, on a parlé de la gestion des processus. Ça, c'est l'ordonnancement. Il y a des algorithmes qui font ça. Alors, pour la gestion de la mémoire, on a déjà parlé qu'on utilise la mémoire virtuelle pour gérer la mémoire. Et encore, toujours dans la gestion de la mémoire, il y a un autre problème de contrôle d'accès. D'accord? Problème de contrôle d'accès. Alors, je vais expliquer de quoi s'agit-il exactement. Laissez-moi juste voir combien de personnes sont connectées. 65, ok. Donc, vous suivez, hein? Est-ce que vous suivez? Quelqu'un écrit oui? Ok, parfait. Alors, regardez. Non, ça y est. Alors, supposons qu'on a une case mémoire qui s'appelle solde. C'est comme une variable, d'accord? Donc, la valeur ici, c'est
c'est 100 $. D'accord? 100 $, laissez-moi voir s'il y a... D'accord. Alors, c'est 100 $. On a un processus, on a un processeur avec deux processus qui veulent s'exécuter. On a dit que l'ordonnanceur, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il ne prend pas un processus jusqu'à ce qu'il termine et après on passe à l'autre. Alors, on prend les choses instruction par instruction. D'accord? C'est-à-dire, supposons qu'on va commencer par le processus 1 et on prend cette instruction. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une variable pour ce programme, pour ce processus, et une autre variable S pour le deuxième processus. Ce n'est pas la même chose. Chaque variable possède son espace mémoire. Alors, on met S reçoit solde, donc automatiquement S reçoit la valeur de solde. C'est bon? Et ensuite, regardez, on passe au processus 2. S reçoit solde. Voilà, donc S reçoit solde. Alors finalement, notre objectif c'est quoi? Regardez, c'est le même programme. Qu'est-ce qu'on fait? S reçoit solde, S reçoit S moins 50, et solde reçoit S. Ça veut dire on soustrait 50 dans notre solde. Finalement, nous avons combien ici? Nous avons 100 $, n'est-ce pas? Si on exécute les deux processus, on aura combien comme valeur finale? Écrivez s'il vous plaît. Écrivez sur le chat. Donc, mais on va exécuter les deux processus. D'accord? Voilà. Donc, logiquement, c'est comme il y a deux opérations de retrait. Un retrait par guichet bancaire et un retrait par chèque. Et les deux opérations ont été faites au même moment. D'accord? Normalement, il faut avoir 0. Mais regardez le problème. Essayez s'il vous plaît de fermer le micro après avoir parlé. Ok. Alors, la deuxième instruction, on met S reçoit S moins 50. Et on passe rapidement au deuxième processus qui fait la même chose. D'accord? Ok? Alors, on aura ici 50-50. Et finalement, solde reçoit S. Voilà. Et solde reçoit S. Donc, un résultat erroné. Donc, ça, c'est un problème. Alors, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que le système d'exploitation protège ce qu'on appelle les sections critiques. Alors, les sections critiques, ce sont comme ça. Ou bien protège les zones critiques, comme le solde. Voilà. Cet ensemble d'instructions s'appelle des sections critiques. Alors, ça veut dire, comment le système d'exploitation protège des sections critiques, c'est qu'il ne doit pas permettre au scheduler, ou bien à l'ordonnanceur, de passer d'un processus à l'autre sans terminer la section critique. Donc, il faut tout d'abord terminer la section critique pour que le solde devienne 50 et après le processus 2 peut lire 50 et pas 100. Alors on parle aussi du système de fichiers. C'est quoi tout d'abord un système de fichiers? Alors un système de fichiers, c'est l'ensemble de règles qui organisent la manière dont les fichiers sont stockés et récupérés sur un disque dur ou sur n'importe quel support de stockage. Alors, sans trop parler, ici c'est juste la définition. Alors on va parler un petit peu sur le système du fichier. D'accord. Je prends s'il vous plaît une clé USB juste à côté de moi et je vais la brancher sur ma machine.
pour vous montrer le système de fichiers. Voilà. Maintenant, je vais essayer de voir poste de travail. Voilà, j'essaie de lancer la clé. Mais où est la clé? Voilà, elle n'est pas détectée. Maintenant. Il y a un problème au niveau de clé. D'accord, c'est bon. Ça, c'est ma clé USB qui contient Ubuntu 16. D'accord, voilà le contenu. Voilà, c'est bon. Bon, regardez. Regardez un truc. Alors, quand j'essaie de formater cette clé, voilà, qu'est-ce qu'il écrit là? Qu'est-ce qu'il écrit? Oh non, c'est pas grave. Il y a un problème au niveau du graphisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le système de fichiers et le système FAT32 par défaut. Et c'est ça le système de fichiers par défaut dans la plupart des clés USB. D'accord? Il y a aussi le système NTFS et le système XFAT. D'accord? Alors la différence entre ces trois systèmes, tout d'abord les points communs, ce sont tous des systèmes de fichiers pour Windows. D'accord? Donc on doit voir la différence. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est ça, FS File System, c'est ça. Alors, je répète, dans ce système de fichiers, c'est quoi la différence entre ces trois systèmes de fichiers? NTFS, FAT et FAT32. Il y a une petite différence. Alors, on peut même voir ici dans la gestion des disques, gestion des disques. Ah, j'ai écrit gestion de voix. Gérer et formater les partitions. Voilà, vous voyez ici que moi j'ai un lecteur C, son système de fichiers est NTFS et la clé est de FAT32. D'accord, ça c'est déjà clair. Ok. Est-ce qu'il y a un message? Bien une question. La capacité max de secteur. Ah oui, il faut parler de la capacité max du secteur, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le système de fichiers ou bien le file system. Il ne gère pas seulement ça. Pourquoi? Parce que, regardez, je vous donne un exemple. Vous pouvez essayer de formater votre clé USB. Regardez là. Il y a la taille d'unité d'allocation. Et vous pouvez changer la taille de l'unité d'allocation. Et c'est quoi l'unité d'allocation? C'est la taille d'un secteur. C'est ça. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, une donnée élémentaire a une taille. Et sa taille, normalement, est bien définie par le système d'exploitation et plus précisément par le formatage du système d'exploitation. Donc, lorsqu'on formate un support de stockage, lorsqu'on le formate, on doit choisir la taille d'unité d'allocation. Et là, vous voyez 8192. Cela veut dire que chaque zone ici comporte 8192. D'accord? À chaque bloc. Et voilà, donc je peux réduire un petit peu la taille jusqu'à 4096. Ou bien augmenter la taille. Bien sûr, le choix dépend de quoi? Dépend de vous. Est-ce que vous avez de gros fichiers ou bien de petits fichiers?
Bah, si vous avez de gros fichiers, vaut mieux d'agrandir. Si vous avez de petits fichiers, vaut mieux de réduire. Alors, je vais expliquer pourquoi par la suite. Maintenant, on parle de système de fichiers. C'est quoi la différence? Alors, FAT32 est un système de fichiers qui est quoi? Qui est un bloc. Qui organise bien, le disque dur est organisé sous forme de blocs. De blocs qui suivent les règles de FAT32. Et ce sont quoi les règles de FAT32? Alors ça, je parle de la RAM, mais en fait, je dois parler du disque dur, en général. Hein. Vous croyez que ça, c'est un disque dur? Alors, la règle FAT32, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans une zone, il n'y a pas seulement les données, mais il y a aussi ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées veut dire les données sur des données. Donc, on peut voir à l'intérieur d'un fichier, bien d'une zone, on trouve l'adresse de la zone, on trouve le numéro de séquence de la zone, on trouve aussi un pointeur vers la zone suivante, on trouve la taille aussi, on trouve la date de modification, la date d'accès, du dernier accès, la date de création. On trouve aussi d'autres informations comme l'utilisateur propriétaire. On trouve aussi le groupe de l'utilisateur propriétaire de ce fichier, bien de ce bloc, je parle de ce bloc. Aussi encore, je trouve, ça y est, c'est tout ce qu'on a dans FAT32. Mais si vous voulez formater avec NTFS, vous allez encore trouver d'autres informations que plus que la comment dirais-je, plus que les simples informations comme la date et la taille et ainsi de suite. Vous pouvez même avoir des codes CRC pour la sécurité et la compression et ainsi de suite. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, donc nous avons cette clé USB. D'accord. Est-il possible d'utiliser USB comme une mémoire virtuelle? Là, regarder, pour utiliser USB comme mémoire virtuelle, il faut toujours brancher la clé USB. Sinon, si tu ne branches pas la clé USB et vous atteint la limite de votre mémoire, le PC sera bloqué. D'accord? Donc, je répète. Je peux aller vers cette mémoire-là. Bon, j'ai combien d'espace libre? J'ai seulement 3 gigas en espace libre. J'entre ici. Là, je trouve, regardez, donc il y a un virus. Je vois qu'il y a un virus. Oui, je suis sûr et certain. Oui, je suis sûr et certain qu'il y a un virus. Alors, pour vérifier, je peux démarrer WinRAR parce qu'il y a des fichiers cachés qui ne se voient pas. C'est pour cela, d'accord? J'ai dit qu'il y a un virus. J'ai des fichiers qui ne s'affichent pas. Alors, j'accède avec WinRAR. Et voilà, là, je peux voir encore plus de fichiers que ce que je viens de voir. Alors, il y a un dossier qui s'appelle Cloudera. Je peux supprimer de l'intérieur. Il prend beaucoup d'espace. Voilà. J'ai fait ça juste pour libérer un peu d'espace mémoire. Voilà. Avec WinRAR, vous pouvez voir les fichiers cachés. Si un jour vous avez perdu les données du clé USB, vous faites la même chose. Et donc vous avez la vidéo pour revenir à chaque fois. Voilà, c'est ça la taille. Donc je peux même effacer, supprimer ce fichier. D'accord. Alors essayons de voir maintenant, on a combien en espace. Voilà. Donc j'ai suffisamment d'espace mémoire. Voilà.
D'accord. Ensuite, je passe vers une chose très très intéressante. Alors, je vais aller vers gestion des, des disques, gérer et formater des partitions. Et regardez ce que je possède maintenant. J'ai un disque dur, d'accord? Ah, pardon, un disque dur et une clé USB. Alors, je peux découper ou bien créer une partition de cette clé USB. Comment? C'est pas formater, c'est pas ouvrir. Alors, avec ça, je ne peux pas, hein. Je peux utiliser un logiciel tel que, voilà, un logiciel qui permet de découper en morceaux notre clé USB. Il s'appelle comment? Euh, Si je me rappelle bien, c'est ESIS, voilà, c'est ça. ESAS Partition Master. Donc ça, c'est un bon logiciel pour organiser votre disque dur. Voilà, je peux fermer ça. Alors, regardez. J'attends le démarrage, voilà. Il va démarrer maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le disque 0 qui est mon disque dur et la clé USB. Alors, moi, j'ai 16 Go de mémoire. D'accord? Alors, vous voyez que ça, c'est MBR. MBR. Et c'est quoi MBR? Ça, c'est une autre histoire. Hein? Et je pense qu'on va faire ça en TP. Donc, on va faire ça dans les séances de TP. Oui, on va faire ça dans les séances de TP pour expliquer c'est quoi la différence entre MPR et GPT et encore d'autres. Alors, regardez, j'ai ma clé. Je peux redimensionner et je peux convertir en TFS. Je peux formater, je peux supprimer, je peux cloner et encore plus d'opérations que je peux faire. Alors, regardez, maintenant, je vais redimensionner. Regardez maintenant, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif est d'avoir une clé USB partitionnée en deux. Donc la première partition va prendre 8 gigas. Voilà. Et le reste, je vais aussi l'utiliser. Voilà. J'ai combien maintenant? J'ai deux partitions. Une partition principale et une partition logique. Et ça, c'est ce qu'on appelle des volumes. Alors regardez, ça c'est le disque 0 et ça c'est le disque 1. Le disque 0 comporte combien de volumes? Volume 1 et volume 2. Le disque 1 comporte volume 1 et volume 2. Ça, c'est non alloué. Vous avez ici FAT32, NTFS, NTFS, mais pour le reste de la clé USB, le deuxième volume de la clé USB n'est pas encore formaté. Donc, je dois formater, ou bien tout d'abord créer le volume. Alors, je crée le volume. OK. Ben, il me demande quoi? De le mettre en NTFS. Et c'est moi qui choisis. Est-ce que c'est NTFS ou bien FAT32? Bon, je vais choisir un TFS. Ah, FAT32 tout d'abord. Allez, FAT32. Et après, je vais convertir en NTFS. Et à la fin, je peux exécuter les deux opérations sur ma clé USB. Là, comme vous allez remarquer, c'est rapide. Et vous pouvez tester ça. Et mon objectif, c'est pas seulement de vous montrer comment ça se passe. C'est parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. Moi, j'ai une clé USB ou bien un disque dur externe où il y a des données personnelles. Et parfois, je suis obligé de donner ma clé USB à quelqu'un d'autre.
Donc, il voit ma clé USB, il me demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'emprunter votre clé USB? Mais ma clé USB contient des données personnelles. Comment je peux lui donner ma clé USB sans qu'il sache qu'il y a des données personnelles? Ça veut dire je peux cacher ou bien je peux créer une partition avec mot de passe. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? C'est avec notre clé USB où il y a deux volumes, un volume libre pour tout le monde qui peut y accéder et un volume propre à moi, seulement à moi. D'accord? Alors, ce volume, euh, regardez, ce volume comporte un mot de passe, donc il n'est accessible qu'après avoir tapé un mot de passe. Et c'est à vous seul de savoir ce mot de passe. D'accord? Voilà, donc ça c'est une bonne méthode pour protéger vos données personnelles. Donc on va laisser la progression de l'opération de partitionnement des volumes et on va continuer notre cours. Mais après, on va voir en détail la différence entre NTFS et FAT32. Voilà. Donc, un système de fichiers, j'ai dit, c'est lui qui peut créer des blocs et l'information, bien les métadonnées de ce bloc dépendent du système de fichiers. Par exemple, NTFS comporte des métadonnées qui ne se trouvent pas dans le FAT32. Encore plus de ça. D'autres différences, c'est ce qu'on va voir après, donc c'est pas la peine. Alors, un disque dur, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de disques comme ça, où chaque disque comporte des anneaux. Chaque anneau s'appelle une piste. Et dans chaque anneau, on trouve quoi? On trouve des blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ces blocs s'appellent des secteurs. Secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4, secteur 4 et ainsi de suite. Et chaque ensemble de secteurs sont appelés un cluster ou bien unité d'allocation. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle unité d'allocation. Donc, quand je parle de ça, ça n'est pas une unité d'allocation. Mais tout ça peut être, toute la ligne, on pourra l'appeler unité d'allocation 1, unité d'allocation 2. Ou bien cluster 1, cluster 2. D'accord? Donc, un cluster ou bien une unité d'allocation, c'est l'unité minimale, bien c'est la taille minimale que peut porter un fichier. Donc, on ne peut pas dépasser cette taille. En progression toujours. Donc, je sais pas, il a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. Voilà, s'il vous plaît, je vais donner moi juste 2 minutes pour répondre à un appel. D'accord. Alors, regardez. Ensuite, je viens de parler de l'unité d'allocation et j'ai dit que l'unité d'allocation, c'est la taille minimale que peut prendre un fichier. Donc, si on parle de ça, par exemple, alors ici, je ne peux pas formater, hein. Regardez, il m'affiche un message parce que c'est là où il y a le système d'exploitation. Donc, c'est pas logique qu'un système d'exploitation formate le lecteur où il est installé. Donc, j'ai dit la notion d'unité d'allocation, c'est la plus petite partie physique constituant un support de stockage. Donc, généralement, c'est 512 octets pour la plupart des disques durs. Donc, plusieurs secteurs peuvent être regroupés par un système du fichier pour former un bloc de stockage, ou bien un cluster en anglais. Donc, un cluster est donc la plus petite unité d'allocation imposée par un système de fichier et qui est d'une taille plus grande qu'un secteur puisqu'il en regroupe plusieurs. Alors regardez,
C'est quoi l'unité d'allocation? Alors regardez, pour une unité d'allocation dont la taille est de 4096 octets, ou bien 4 kilo-octets, il faudra 3 unités. Je répète, pour une unité d'allocation dont la taille est de 4 kilo-octets, il faudra 3 unités d'allocation, ça veut dire 12 kilo-octets au total, pour stocker un fichier de taille 10 kilo-octets. C'est-à-dire, supposons qu'on a un fichier de 10 kilo-octets, 442. Alors, ce fichier sera stocké dans combien d'unités d'allocation? Donc, finalement, il va occuper une première unité d'allocation, une deuxième et une troisième unité d'allocation. D'accord? Le choix de la taille d'unité d'allocation est donc important car plus elle est grande, plus la perte d'espace est importante. Alors, je vous donne un scénario pour expliquer ça. Toujours avec Excel. Voilà. Alors, je crée un petit disque dur avec plusieurs blocs, plusieurs unités d'allocation. Et voilà, ça c'est mon disque dur. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, il est libre. Moi, bon, je considère, hein, attention, je considère, c'est pas comme ça, s'il vous plaît. Je considère que la taille de l'unité d'allocation est égale à 4. 4 secteurs. Et je fais comme ça. Copier-coller plusieurs fois. Voilà, c'est ça. C'est ça la taille de l'unité d'allocation. J'agrandis un petit peu. Voilà, c'est ça la taille de l'unité d'allocation. Alors, supposons qu'on a un fichier comme ça. D'accord? Ce fichier, normalement, il doit être stocké sur ce disque dur. Et pour qu'il soit stocké sur le disque dur, je peux prendre ce bloc et le mettre dans la première unité d'allocation. Comme ça. Et ensuite, prendre ce bloc et le mettre dans la deuxième unité d'allocation. Ensuite, prendre le troisième bloc et le mettre ici. Et finalement, je prends le dernier et le mettre là. D'accord? Supposons maintenant qu'on a un deuxième fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier bloc et le mettre où? Exactement. Ici? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, donc il faut forcément commencer une autre unité d'allocation. Parce que l'espace qui reste dans cette unité d'allocation n'est pas suffisant pour ce bloc-là. Donc, une règle générale, on ne pourra jamais avoir une unité d'allocation qui comporte deux fichiers différents. D'accord? Si on a de l'espace libre, ça y est, il sera libre pour toujours. Encore ici, je peux prendre ce fichier et le mettre là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura des trous ou bien des espaces vides dans notre disque dur. Voilà, ça c'est un espace vide. Je vais le mettre en jaune. Et ça c'est un espace vide. Pourquoi? Parce que si je veux encore mettre un troisième fichier, il sera mis ici. D'accord? Et j'aurai toujours un espace vide, un espace vide. Alors, ça c'est un gaspillage de l'espace mémoire. D'accord? Maintenant,
Supposons le deuxième cas où notre disque dur, alors je vais laisser s'il vous plaît le premier cas, sans aucun problème. Supposons maintenant qu'on a un disque dur comme ça, et notre disque dur comporte des petits blocs, des petites unités d'allocation. Supposons qu'on a le même fichier qu'auparavant, il est là. Donc ce fichier, chaque bloc de fichier va être mis dans son bloc de disque dur. Et finalement, on aura comme ça, les choses comme ça. Et supposons qu'on a le même deuxième fichier. D'accord? On a un deuxième fichier. Où mettre ce fichier? C'est là, c'est ici. Parce que ça y est, donc notre fichier, notre premier fichier a occupé les blocs. Donc je mets le deuxième fichier là. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de gaspillage. D'accord? Je prends même un troisième fichier et je peux le mettre ici. Alors avec cette méthode, avec de petites unités d'allocation, on n'aura pas de gaspillage de l'espace disque. Mais on aura un autre problème. C'est quoi? Alors vous savez, pour lire un fichier, regardez, qu'est-ce qu'on lit généralement? Généralement, on lit une unité d'allocation. Alors, chaque opération de lecture se fait sur une unité d'allocation. Voilà. Alors, je vous montre le problème maintenant. Alors, pour lire ce fichier, pour le premier disque dur, alors on a besoin de combien de demandes de lecture? Combien? On a besoin de 1, 2, 3 et 4. Seulement 4 demandes de lecture, ou bien 4 accès disques. Mais pour lire notre même fichier dans la deuxième structure, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a besoin de 13 demandes ou bien 13 accès disques. Vous savez que l'accès du disque aussi demande du temps. Donc, vous êtes maintenant perdu entre le gaspillage de l'espace et le gaspillage de temps, entre la perte de l'espace et la perte du temps. Donc, il faut se positionner entre les deux. Ni perdre beaucoup d'espace, ni perdre beaucoup de temps. Mais si vous avez un très grand disque dur, d'accord, une taille élevée du disque dur, vaut mieux d'utiliser une grande taille de l'unité d'allocation. D'accord? Mais si vous avez un petit disque dur, vaut mieux de réduire au maximum la taille de l'unité d'allocation. D'accord? Voilà, c'est bon. D'accord, on continue maintenant toujours avec les unités d'allocation. Et on parle aussi du système de fichiers toujours, le FAT32. Quand est-ce qu'on utilise FAT32? C'est généralement dans les clés USB. Et parce que tous les lecteurs de clés USB peuvent lire FAT32. Par contre, si vous formatez votre disque en NTFS ou bien en un autre format, et vous voulez le brancher dans un lecteur DVD, Blu-ray ou bien quelque chose comme ça, bien le port USB, le lecteur USB d'une voiture, il faut absolument que la clé soit formatée en FAT32. Encore, il y a certaines limitations. La taille maximale d'un fichier, c'est 4 gigaoctets. Donc, et ça m'est arrivé, un étudiant, il a voulu copier un logiciel de 5 gigaoctets sur sa clé USB.
il a une clé USB de 16 gigaoctets. Donc, il a suffisamment de l'espace. Donc, quand il a voulu copier le fichier de 4 gigaoctets dans sa clé USB, qui était FAT32, il n'a pas pu faire ça. Bon, il a décidé en fait de jeter sa clé USB, mais avant de jeter, il m'a demandé quoi faire. Ça y est, donc il a décidé de jeter sa clé USB. Je lui ai demandé de me montrer le système de fichiers de sa clé USB. Et heureusement, on a trouvé que sa clé USB est en FAT32. Finalement, je lui ai demandé de convertir sa clé de FAT32 vers NTFS. Pourquoi? Parce que le point maximum, bien la taille maximale d'un fichier est égale à 4 gigaoctets. Donc, on ne peut pas copier un fichier plus de 4 gigaoctets. Encore plus, si on veut partitionner notre clé USB ou bien notre disque dur FAT32, on ne pourra jamais avoir une partition qui peut dépasser 2 téraoctets. D'accord? Ça, c'est important. Alors, encore 32%, c'est dur. Hein? Il a demandé beaucoup de temps. D'accord. Maintenant, après avoir convertir sa clé en NTFS, il a pu copier et coller son fichier dedans. D'accord? Pour le NTFS, il est arrivé avec Windows XP. Et il n'y a pas de limite technique que l'on peut atteindre en pratique. Il n'y a pas de limite, c'est bon, c'est un bon système de fichiers. Et exFAT, c'est un système de fichiers compatible avec toutes les versions de Windows depuis Windows XP et Mac, fonctionne avec Linux après avoir installé les paquets exFAT. Aussi, il n'y a pas de limitation de disque, d'accord? Et à utiliser pour les clés USB, les cartes mémoire et les disques durs externes. D'accord? Si vous voulez enregistrer un fichier qui dépasse 4 gigaoctets, ainsi de suite. Donc, finalement, je peux dire que NTFS et exFAT, Extended Facts, ce sont deux systèmes de fichiers actuellement pratiques, que ce soit pour les clés USB ou bien pour les disques où il y a un système d'exploitation. Pour Linux, il y a l'ancien X2, je ne vais pas en parler, X3 ici ancien. Actuellement, il y a le X4. Donc la taille maximale d'un fichier peut atteindre jusqu'à 16 gigaoctets. De 16 gigaoctets jusqu'à 16 téraoctets. Et la taille globale d'un système de fichiers de la partition peut être 124 pétaoctets. Donc on peut atteindre, c'est pas téraoctets, c'est plus de pétaoctets. Regardez, 1 million de téraoctets, juste pour une seule partition. Ça c'est juste, on peut dire que c'est juste théorique. Hein. Alors, pour le Mac OS, le Mac possède son propre système de fichiers qui s'appelle Apple File System. Il a quelques propriétés comme la propriété de clone de fichiers. Alors, sur l'Apple File System, la copie d'un système de fichiers sur le même volume ne duplique pas les données, mais se limite à mettre à jour les métadonnées pour indiquer l'existence du fichier clone. Alors ça, ce qui est bien dans la gestion de fichiers pour Mac, lorsque vous mettez le même fichier deux fois, on n'occupe pas l'espace de voix. Mais on va créer juste un lien ou bien des métadonnées. Il y a aussi des instantanés ou bien des snapshots. Alors, on peut dire aussi que l'Apple File System a la capacité de prendre un instantané du système fichier, c'est-à-dire une copie figée en lecture seule de ce système fichier. À chaque fois, il sauvegarde. Bon, il voit le système fichier s'il y a des problèmes ou non. Il y a aussi le chiffrement. D'accord? On peut chiffrer le système, les fichiers. On peut, on évite les fichiers creux. On a un calcul rapide des tailles.
C'est rapidement, on calcule la taille. On a aussi la protection contre les plantages, bien contre les crashs. Bah, c'est pour cela, généralement, ça c'est parmi les meilleurs systèmes de fichiers. C'est celui de la société Apple. Alors, je vais parler ensuite de la défragmentation. C'est quoi la défragmentation? Puisqu'on a vu ici au départ qu'on a des trous, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une fragmentation interne. Ça veut dire interne dans le même bloc, d'accord? Dans le même bloc. Et aussi ça, c'est interne dans le même bloc. Il y a aussi une défragmentation externe. C'est quoi la défragmentation externe? C'est lorsque je supprime par exemple ce fichier. D'accord? Aucun remplissage. Quand je supprime ce fichier, donc cet espace devient libre. Et on aura tout cela libre. Si vous voulez ensuite stocker un tel fichier comme ça, on n'a pas suffisamment d'espace ici. Donc forcément, on doit le copier après. Donc ce qui engendre une fragmentation externe. Alors je parle juste de ça, de ces deux blocs. C'est une fragmentation, euh, c'est une fragmentation externe. Alors pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On peut ramener ce bloc ici et finalement mettre notre fichier là. Cette opération s'appelle la défragmentation. Voilà. Alors, on a des fichiers, fichier 1, fichier 1, fichier 2, fichier 1. Ça, ce sont des blocs pour le même fichier. Supposons qu'on a supprimé fichier 2, son espace devient libre. Fichier 2, son espace devient libre. Donc, la solution, c'est quoi? C'est d'essayer de décaler les blocs à gauche. Et à la place d'avoir cette situation, on pourra avoir cette situation-là, qui est beaucoup mieux concernant le parcours. Ça, c'est un parcours rapide et ça, c'est un parcours lent. Pourquoi? Parce que si vous voulez lire le fichier 1, par exemple, il faut aller parcourir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocs pour compléter la lecture du fichier 1. Mais dans cette situation-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc seulement 6 opérations de lecture peuvent faire la même chose. Alors maintenant, je vais parler de la virtualisation. Et c'est quoi la virtualisation? C'est le fait de créer un système d'exploitation ou bien une machine virtuelle à l'intérieur d'une machine physique. Sans trop tarder, je vais parler des avantages de la virtualisation. Mais par la suite, on va passer vers un TP maintenant pour voir c'est quoi exactement la virtualisation. D'accord. Alors regardez, je répète, pour faire la virtualisation, on a besoin d'un logiciel. D'accord? Et le logiciel le plus connu, qui est libre et gratuit, s'appelle VirtualBox. D'accord? Essayons de voir le bureau, s'il y a l'icône. Ah, il n'y a pas d'icône. Alors, je vais aller chercher VirtualBox. Voilà. Alors, on peut aussi le télécharger en tapant sur Google VirtualBox Box Download. Voilà. On clique. Et ensuite, on choisit la version
adéquate. Est-ce que vous voulez une version Linux, une version Windows, ou bien une version Mac, ou bien une version Solaris? Alors voilà, donc on choisit Hot Windows et je clique. La version 16. Il est en train de se télécharger. Alors j'arrête, j'aurai pas besoin. Ça y est, après avoir téléchargé, vous l'installez rapidement. Donc c'est très rapide, très léger. Et après avoir téléchargé, vous pouvez lancer à partir d'ici VirtualBox. Voilà, c'est ça VirtualBox. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec VirtualBox? Attention, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec VirtualBox? Alors, pourquoi? Voilà, c'est ça. Alors, on peut aller cliquer sur Machine, Nouvelle machine, et je vous demande de faire ça chez vous, hein, par la suite. C'est à vous de faire ça. Et bien sûr, quand est-ce que j'utilise VirtualBox? Que si vous avez suffisamment de disques et suffisamment de mémoire. Pour les gens qui ont seulement 2 gigas de mémoire RAM ou bien 4 gigas de mémoire RAM, je vous invite à ajouter encore plus. Parce que pour travailler à l'aise, il faut au minimum 6 gigas ou bien 8 gigas. Et ça n'empêche pas de travailler avec 4 gigas. Mais c'est un petit peu long, hein, vous allez souffrir un petit peu. Alors, moi, je vais taper le nom Ubuntu 16. Là, vous pouvez taper n'importe quoi. Ici, c'est juste le nom de votre machine virtuelle. Alors, votre machine virtuelle est dans ce chemin. Le type, c'est Linux. D'accord, vous voyez, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Linux, et vous choisissez Linux 64 bits. Il y a des personnes parmi vous qui vont pas voir Ubuntu 64 bits. Oui, je suis sûr. Et certains parmi vous vont trouver des problèmes lorsqu'ils veulent choisir. Ils ne vont trouver que 32 bits. D'accord? Pour les personnes qui trouvent ce problème, ils peuvent m'envoyer un message sur la plateforme Moodle afin de fixer un rendez-vous avec eux et leur corriger le problème. Si en fait, je vous donne un indice de correction, de problème, le problème vient du fait que au niveau du BIOS, à l'intérieur, c'est au niveau du BIOS. Lorsque vous ouvrez le BIOS, bon, il a terminé. Ok, finir. Parfait, je vais revenir à ça. Alors, je répète, lorsque vous lancez le BIOS, le système BIOS, malheureusement, on ne peut pas faire ça en live streaming. La prochaine fois, peut-être, je vais enregistrer une vidéo et la mettre à votre disposition pour voir comment ça se fait au niveau du BIOS. Je répète, au niveau du BIOS, il faut activer un paramètre qui concerne la virtualisation. Donc, sûrement, vous allez trouver que la virtualisation est désactivée dans le BIOS. Donc, ce qui mène au non-fonctionnement de la virtualisation avec ce logiciel. Alors, je clique sur Suivant et je choisis pour cette nouvelle machine combien de mémoire je dois allouer. Alors, je choisis par exemple 3 gigas pour cette machine. Alors, dans cette machine, il y a aussi un disque dur que je dois créer et cliquer sur Suivant. Et là, on vous demande de choisir la taille de votre disque dur. Alors, je parle plus maintenant de la machine physique, de la machine réelle, avec son écran, avec ce que je touche maintenant. Mais je parle d'une machine virtuelle, que je vais vous montrer par la suite. Soyez patient, s'il vous plaît, il nous reste encore 10 minutes avant de terminer.
parce qu'on va voir aussi comment mettre un mot de passe pour notre clé USB. Donc, j'ai créé. Et voilà, j'ai créé maintenant la machine virtuelle. Alors, je démarre la machine virtuelle. Et on remarque qu'il n'y a pas de système d'exploitation dans cette machine. Il me demande, vous voulez démarrer par quoi? D'accord? Alors, s'il vous plaît, chez vous, il faut télécharger ce logiciel et il faut aussi aller télécharger Ubuntu parce que vous allez faire les TP avec Ubuntu. Vous cliquez Ubuntu. Je choisis 16 parce que c'est un système léger. Alors, Ubuntu 16, je clique. Et là, je commence le téléchargement. Voilà, vous choisissez image du bureau ou bien image d'installation du serveur. Parce qu'il y a deux familles de Ubuntu. Il y a l'installation image bureau. Et là, vous voyez le bureau, vous voyez mes documents comme le système Windows. Mais pour celle de l'installation sur serveur, vous n'allez voir que les commandes. Seulement les commandes. Donc, vous choisissez image du bureau 64 bits, selon, bien sûr, votre machine. Si vous avez un processeur 32 bits, vous choisissez 32 bits. Si vous avez 64, vous choisissez 64 bits. OK? Voilà, vous cliquez pour télécharger et ça passe. Supposons qu'on a téléchargé et on a mis Ubuntu sur le bureau. Voilà, elle est là. Il y a peut-être... Comment je peux installer Ubuntu sans écraser Windows? Donc, il y a deux méthodes pour utiliser Ubuntu. Soit dans une machine virtuelle, et je pense que c'est la méthode la plus sécurisée pour garder votre système d'exploitation. Ou bien si vous voulez faire ce qu'on appelle le dual boot. D'accord? Le dual boot permet de choisir dès le démarrage de Windows, dès le démarrage du PC. Vous cliquez sur le bouton démarrer et vous allez voir deux choix. Soit vous voulez démarrer de Windows, soit vous voulez démarrer de Linux. Alors, sincèrement, ça c'est facile. Mais je vais vous citer quelques mots-clés que normalement, on va mettre ça dans le TP. Si vous avez un système MBR, un disque dur MBR, on n'aura pas de problème. D'accord? Et si vous avez un disque dur GPT, vous aurez des problèmes. Comment et pourquoi? Vous allez voir ça dans les séances de TP. Donc, je vais choisir le Ubuntu que j'ai téléchargé. Voilà, c'est ça. Il porte toujours l'extension .iso. Regardez. ISO à la fin. .iso. Donc, je choisis et je démarre. Et vous allez voir qu'on va commencer l'installation de Ubuntu. D'accord. L'installation, normalement, il est facile. Il faut juste introduire votre login, mot de passe, la disposition clavier, votre emplacement géographique, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est facile. Alors, vous pouvez vous amuser vous-même à installer votre machine virtuelle sans aucun problème, aucun souci. Alors, moi, je vais éteindre la machine virtuelle et je vais lancer celle qui a été déjà préparée pour vous. Donc, je possède déjà une machine virtuelle, démarrer. La chose la plus importante ici, que vous pouvez mettre votre machine virtuelle dans un disque dur externe. Et lorsque vous voulez travailler avec votre machine virtuelle, vous pouvez la lire directement avec VirtualBox. Voilà, j'ai démarré la machine. Et vous allez voir dans un certain nombre de secondes, la machine
Ubuntu qui est en train de démarrer. Voilà, allez. Alors, pourquoi on a un retard? C'est parce que lorsque vous voyez maintenant la mémoire RAM, performance, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le processeur arrive à sa limite, c'est 85%. La mémoire RAM aussi arrive à sa limite. Non, pas encore, parce que je possède moi 12 gigaoctets de mémoire RAM. Voilà, maintenant il est démarré. Puis-je télécharger sur téléphone? Non, non, non. Si vous voulez juste appliquer les commandes que nous allons faire sur téléphone, il faut aller vers Play Store et télécharger, comment dirais-je, si vous permettez de vous montrer le sur Play Store, il faut juste écrire, c'est moi, console, Linux peut-être, voilà, console. Le disque dur externe doit être vide pour installer Ubuntu. Non, regardez, qu'est-ce que vous dites maintenant? Non. Alors, et si je ne travaille pas avec un disque dur externe, je travaille sur mon disque dur. Il faut juste au moins avoir, au minimum 10 gigaoctets libres. D'accord? Mais si vous voulez mettre votre machine virtuelle sur une clé USB ou bien sur un disque dur externe, c'est tout simplement, il faut aller copier, coller. Si vous avez remarqué, lorsqu'on a créé la machine virtuelle, je vous ai montré un chemin. Et je vous ai dit que c'est ça le chemin de la machine virtuelle. Donc, lorsque vous allez vers ce chemin-là, vous pouvez le copier et le mettre dans un disque dur externe. Et lorsque vous voulez euh, travailler avec la machine virtuelle, il faut toujours brancher le disque dur externe. Mais sinon, si vous n'avez pas de disque dur externe, vous pouvez laisser votre machine virtuelle dans votre disque dur. Donc voilà, il y a plusieurs applications sous Android. Je vais vous montrer. Voilà. Linux CLI Launcher. Voilà. Encore, il y a encore plus. Termux. Terminal Emulator for Android. Alors ça, ce sont tous des émulateurs Android, des émulateurs Linux sous Android. Donc vous pouvez travailler, vous pouvez les installer. Mais avant de passer au troisième chapitre, c'est lors du troisième chapitre qu'on va les utiliser. Alors regardez maintenant, ça c'est le système Linux. Voilà. Là on peut avoir les fichiers, et ainsi de suite. Alors on va voir ça en détail la prochaine séance. Alors il fallait savoir juste que lorsque cette machine démarre, elle prend 3 Go de mémoire RAM de Windows. Elle prend 10 gigaoctets de stockage de disque dur. Et même, elle prend combien de processeurs, je ne sais pas, j'ai pas fait attention, donc je vais vous montrer comment comment choisir le nombre de microprocesseurs. Toujours avec Ubuntu, notre machine virtuelle, je clique sur configuration et on verra système. On a combien de processeurs? On a seulement mis 4 Go de mémoire RAM. Et pour le processeur, moi j'ai 4 microprocesseurs. Je peux donner au système Ubuntu 2 ou bien même 3 processeurs. Et quand on donne 2 processeurs,
vous allez remarquer que le démarrage devient beaucoup plus rapide qu'auparavant. Alors maintenant, regardez. Je vais vous monter rapidement le... Vous avez remarqué, c'est encore beaucoup plus rapide qu'auparavant. Je vais vous montrer la clé USB, comment mettre un mot de passe pour cette clé USB. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Hein? Si on ouvre le gestionnaire des disques, nous allons voir que notre clé USB est composée de deux volumes. Chargement des informations. Voilà. FAT32, FAT32. Les deux. D'accord? Alors, avec FAT32, je suppose que je voulais bien mettre mes données personnelles ici, dans ce disque dur. Ok? Je voulais que que ne soit pas accessible directement, comme ça. J'aimerais bien que ce soit accessible par mot de passe. Il est démarré rapidement. Éteint. Alors, comment je peux faire ça? Il faut tout d'abord convertir en NTFS. Et pour convertir en NTFS, vous pouvez soit cliquer sur Formater et mettre ici NTFS et formater la partition, OK, ou bien utiliser notre logiciel qui permet de convertir en NTFS, OK, et exécuter l'opération et appliquer. J'espère que ça passe rapidement. Alors, il est en train de formater notre clé USB en NTFS. Maintenant, il devient NTFS. Si vous voulez bien sûr remarquer en bas, finir. Regardez, maintenant il est en NTFS. Et même ici, je peux actualiser les choses. Voilà, il est en NTFS. Maintenant, regardez, je peux aller vers la propriété, ou bien il y a plutôt ce qu'on appelle BitLocker, l'outil BitLocker. Je répète. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la partition FAT32, il n'y a pas de BitLocker, n'est-ce pas? Pour toi, Bassit, on doit télécharger la version... Bon, si vous avez un très bon PC, vous pouvez télécharger la version 20. Mais sinon, vous pouvez télécharger la version 16 ou bien 14 ou même 12. D'accord? C'est pas un problème. Alors, vous allez remarquer maintenant, regardez, la différence entre FAT32, ça c'est FAT32, ça c'est NTFS. Je clique avec le bouton droit, je ne trouve pas l'outil BitLocker. D'accord? Donc, je ne peux pas verrouiller mon volume. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je possède activer le BitLocker. Donc, BitLocker, c'est un outil Windows qui marche seulement sur les partitions NTFS. Alors, je clique sur BitLocker. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur. Donc, je tape un mot de passe. Voilà. OK. Suivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Enregistrer sur... Ah, donc il y a un certificat ou bien une clé de récupération. D'accord? Je peux dire enregistrer dans un fichier. Pourquoi? Ou bien imprimer la clé de récupération. Alors c'est ça la clé de récupération. Je peux la mettre dans Google Drive, par exemple, sur Internet.
Parce que je me rappelle très bien, quand j'étais étudiant à l'INSEAD, j'ai passé beaucoup de temps pour réaliser un TP. Et j'ai créé une partition comme ça sous Windows et j'ai verrouillé et j'ai mis le code, j'ai mis le code de déchiffrement dans le même disque dur. Après un certain moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai formaté mon disque dur, donc j'ai perdu totalement ma clé de déchiffrement. Et surtout, j'ai oublié le mot de passe. Oui, j'ai oublié le mot de passe. Et voilà, donc jusqu'à maintenant, cette partition est verrouillée. Donc, je n'ai pas pu récupérer les données. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Ne chiffrer que l'espace disque utilisé ou bien chiffrer tous les lecteurs. Donc, ne chiffrer que l'espace disque utilisé veut dire quoi? Veut dire que vous pouvez voir les fichiers qui se trouvent à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas les ouvrir. Et chiffrer tout le lecteur veut dire qu'on va chiffrer tout le lecteur. Ça veut dire même pas, on ne peut même pas voir le contenu de la clé. Suivant, nouveau mode de chiffrement ou bien mode compatible. Oui, je choisis mode compatible et démarrer le chiffrement. Voilà, vous voyez un verrou ici. Et si quelqu'un veut... Ah, il est en train d'effectuer le chiffrement. Il n'a pas encore terminé. Alors par la suite, lorsque vous voulez, jusqu'à maintenant ça marche. On peut accéder, mais à la fin de ce qu'il termine le chiffrement, vous ne pouvez pas accéder que si vous avez un mot de passe. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.